Bienvenue dans les 4V, Jean-Michel Blanquer. Vous publiez ces jours La Citadelle aux éditions Albin Michel. Vous racontez les coulisses du pouvoir, les coulisses de vos 5 ans passés au ministère de l'Éducation nationale. On va y venir bien sûr dans un instant. Mais d'abord, un mot sur la fin de Paris 2024. Ça y est, la page est tournée. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques s'est déroulée hier soir. Qu'est-ce que vous retenez de ces Jeux olympiques et de ces Jeux paralympiques ? D'abord, c'est une réussite magnifique. Je crois que tout le monde le dit et c'est vrai. Y compris les Jeux paralympiques qui envoient un message magnifique. J'ai beaucoup aimé la cérémonie d'ouverture et l'ensemble parce que non seulement il y avait les mêmes qualités que pour les Jeux olympiques, mais il y avait en plus cette simplicité et puis ce message qui a été magnifique de bout en bout. Donc c'est vraiment une grande réussite et c'est évidemment la démonstration que la France est capable du meilleur quand elle est unie. Donc c'est un très bon message. Pendant une partie des 5 ans où vous étiez au ministère de l'Éducation nationale, pendant 2 ans environ, vous avez eu les sports également dans votre périmètre ministériel. C'est quoi l'héritage de ces Jeux olympiques et paralympiques pour les enfants, pour l'éducation nationale ? C'était une très bonne chose d'avoir l'éducation nationale avec les sports. Il y avait Roxana Maracineanu comme ministre déléguée et ensemble avec l'ensemble des partenaires, je pense aux fédérations en particulier, puis à Tony Estanguet pour la préparation des Jeux, nous pouvions faire des synergies entre nos différentes compétences. Et notamment, nous avons veillé tout particulièrement à ce qu'il y ait un leg des Jeux olympiques pour les élèves. Donc c'est notamment l'opération 30 minutes d'activité physique par jour, qui concerne maintenant beaucoup d'élèves à l'école primaire, et j'espère qu'elle va, avec l'élan des Jeux olympiques, désormais concerner tous les élèves de l'école primaire en particulier, mais c'est un message aussi pour tous les enfants et adolescents, et pour la population, qui est qu'on a besoin de bouger 30 minutes par jour. Vous savez, à l'école, il y a des messages de santé publique qui sont fondamentaux. Il y a le message de comment se nourrir, le message de l'action, de bouger son corps, et puis le message de la non-addiction aux écrans et à toutes les choses qui font du mal. Donc ces 3 messages, ils sont essentiels. Ça va de pair avec les savoirs fondamentaux, mais c'est très important que les Jeux olympiques ne soient pas seulement un moment de joie collective, bien sûr ça l'est, mais c'est aussi l'élan positif que ça produit pour la population. Alors on ne sait pas encore qui sera l'un de vos successeurs au ministère de l'Éducation nationale dans le futur gouvernement Barnier. La nomination de ce nouveau Premier ministre, est-ce qu'elle vous a surprise ? Qu'est-ce que vous pensez de Michel Barnier, Premier ministre ? Je pense du bien de l'homme. Je pense que c'est un homme qui a un parcours très, très estimable et chacun sait qu'on est dans une situation très, très difficile. Plusieurs personnes pouvaient prétendre à cela. Michel Barnier en fait partie. Et ce qui compte maintenant, c'est qu'il réussisse, puisque sa réussite, sera la réussite de la France. Donc, pour moi, c'est ma seule idée, elle est celle-là. Il faut que la France réussisse. Lors de la passation de pouvoir, Gabriel Attal a demandé à Michel Barnier, je cite, de continuer de faire de l'école une priorité absolue. Est-ce que ça vous rassure ? C'est important de le dire, en tout cas, et c'est surtout important de le faire. Vous savez, on parle beaucoup des questions budgétaires à juste titre. L'équilibre des comptes publics est un enjeu majeur. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire des très fortes économies en France. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Mais l'éducation n'en fait pas partie. Au contraire, les pays qui vont bien sont les pays qui investissent dans l'éducation. Prenez Singapour, qui est premier dans les classements internationaux, qui est considéré comme un bon modèle de gestion. Ils ont investi massivement dans l'éducation. J'ai toujours plaidé pour cela. La dépense publique doit être maîtrisée et il y a des sujets, encore une fois je les identifie, qui eux peuvent permettre de faire des économies. Alors dans votre livre, vous avez la dent dure notamment contre Emmanuel Macron, aussi un petit peu contre Gabriel Attal. Gabriel Attal qui a été ministre de l'Éducation avant d'être Premier ministre. Comment vous jugez finalement son bilan en matière d'éducation nationale, lui qui avait dit qu'il emporterait l'éducation à Matignon ? Non, j'ai pas la dent dure. Justement, il faut lire le livre pour bien le voir. C'est qu'au contraire, je raconte chronologiquement comment les choses se sont passées. Il y a des choses très bonnes dans le bilan, notamment du premier quinquennat. Ce que je raconte, c'est une forme de déclin entre le premier et le second quinquennat. Et je crois que chacun peut le voir. Et le bilan en matière d'éducation de Gabriel Attal, vous le jugez comment ? Il a été beaucoup trop peu de temps à l'éducation pour qu'on puisse dire quelque chose là-dessus. Si vous voulez, je pense qu'il y a eu des annonces. Ces annonces, aujourd'hui, il faut regarder où elles en sont. Mais ça a été un ministre de l'Éducation assez éphémère, quand même. Si Michel Barnier, question courte, réponse courte, vous appelait pour participer au gouvernement, ça vous intéresse ou pas ? Non, je ne suis pas candidat à ça. Aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais. Par contre, je suis en soutien, comme vous l'avez entendu. Mais là où je suis, je n'ai pas besoin de retourner au gouvernement. Alors justement, vous avez vécu de l'intérieur ce qu'on appelle les coulisses du pouvoir, la façon dont Emmanuel Macron gère le pouvoir. Vous avez été qualifié même à un moment de vice-président. C'était à la une de nos confrères du Point, c'était en 2018. Et puis ensuite, il y a eu une forme de désamour. Comment vous l'expliquez et à cause de quoi ? Alors, c'est évidemment toujours un peu complexe et subtil, et c'est pour ça qu'il y a un livre.
Mais le moment où j'ai eu la chance, si vous voulez, d'avoir 4 années exceptionnelles, comme rarement sous la Ve République, c'est-à-dire faire vraiment un duo avec le président de la République, et le Premier ministre aussi, bien sûr, qui consistait à réformer l'éducation nationale, à avoir le temps pour le faire. Il faut 5 ans, il faut même plus que cela, il faut une dizaine d'années pour qu'on réussisse à planter les graines nécessaires pour le futur. Ce que nous avons fait, par exemple, pour l'école primaire, et là aussi j'en donne une démonstration, peu de gens le savent, mais c'est mesuré par les évaluations. Le niveau de l'école primaire en France est en train de remonter. Nous sommes le seul pays qui a progressé avec le Portugal pendant la crise sanitaire, parce que non seulement nous avons peu fermé les écoles, mais en plus, toute une série de mesures, on pense au dédoublement des classes souvent, mais il y en a eu bien d'autres, notamment en matière de formation des professeurs, ont permis le début de ce rebond. Mais l'éducation nationale, c'est un sujet de long terme. Si j'ose dire, votre disgrâce politique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Alors il y a un fait qui a joué un rôle dans la relation, qui est lorsque je n'ai pas trouvé pertinent d'aller me présenter aux élections régionales en Ile-de-France, parce qu'à cette époque, on était en pleine crise sanitaire, et ça me paraissait pas du tout une bonne chose de faire autre chose que mon métier de ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, et donc de faire 2 choses en même temps. Le président aurait souhaité que je le fasse, et je pense qu'il a vu ça comme une forme de non-loyauté, ce que ça n'était pas du tout. On voit que dans votre livre, vous décrivez très bien aussi la façon dont les différents acteurs du pouvoir agissent parfois en coulisses. Vous mettez en avant ce qui serait une trop grande concentration et personnalisation du pouvoir. Est-ce que ça a été ça dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il y a un moment clé qui fait changer les choses? On parle notamment de la crise du Covid. Oui, il y a une forme de bascule. Alors d'abord, tout pouvoir, dans tout pays et dans toute situation, tout pouvoir, Montesquieu le disait déjà, enfin, c'est un problème philosophique de toujours, c'était vrai déjà sous la Grèce antique, tout pouvoir avec la durée court le risque de l'enfermement, d'où le titre du livre, l'enfermement en citadelle au bout d'un moment. Ce risque, tout pouvoir le court. Même quand vous êtes ministre, vous le courez. Donc il faut sans arrêt se prémunir contre ça. Et oui, il y a un effet de bascule, et en effet, la crise sanitaire joue un rôle. Pourquoi ? Parce que pendant la crise sanitaire, il était très légitime que le président se mette à concentrer énormément de pouvoir. Souvenez-vous, il fallait se mêler même de sujets de la vie personnelle, ce qui est toujours très grave, mais qui était indispensable à ce moment-là. Simplement, une fois que la crise a été terminée, il était largement temps de reprendre la promesse de 2017, qui était celle de la participation, de l'ouverture, de la bienveillance aussi, d'ailleurs, qui faisait partie des grands thèmes de 2017. Et tout ça, c'est un petit peu perdu en route. Et je pense que chacun en voit les conséquences. J'essaye d'en expliquer les causes. Quand vous voyez, vous connaissez la façon d'Emmanuel Macron de gouverner, est-ce que vous croyez qu'il est aujourd'hui capable de partager le pouvoir avec son nouveau Premier ministre, Michel Barnier? Son entourage, l'entourage d'Emmanuel Macron, parle d'une coexistence exigeante, pas question de parler de cohabitation. Il est capable de partager le pouvoir? C'est pas sa première tendance, mais on le sait, tout le monde le sait, lui le premier d'ailleurs. Mais là, c'est nécessité fait loi. Les élections législatives ont donné le résultat qu'elles ont donné. Les circonstances, nous les connaissons tous. L'article 20 de la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui gouverne. Le gouvernement dirige la politique de la nation. Donc là, on est clairement dans ce moment politique-là, dans une lecture de la Constitution où il y a pleine application de l'article 20, et donc Michel Barnier doit pouvoir gouverner avec les mains libres. Il y a un personnage absolument stratégique autour d'Emmanuel Macron que le grand public ne connaît pas forcément, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Vous en parlez, vous jugez qu'il a finalement trop de pouvoir. Pourquoi ce rôle est exagéré d'après vous ? Ça rejoint le point précédent. On a besoin, auprès du décideur, d'une personne avec ce profil. Chaque ministre a son directeur de cabinet. Le président de la République a le secrétaire général. C'est tout à fait normal que ce rôle existe, et c'est un rôle de la plus haute importance. Les Français ne le voient que le jour de la lecture de la composition du gouvernement. Mais on a le même sujet que précédemment, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, il y a un effet d'enfermement, d'autant plus que dans ce rôle-là, vous êtes en train de garder la maison, si je puis dire, pendant que le chef de l'État est sur tous les terrains. Donc, je pense que le système doit respirer. Et donc, c'est pas une critique de la personne. Alexis Kohler a de grandes qualités, mais c'est la critique de la logique. Et la logique, c'est celle, malheureusement, d'un enfermement en citadelle. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif. C'est un enjeu démocratique. Je citais Montesquieu tout à l'heure, mais lorsqu'il théorise la séparation des pouvoirs, il parle de ces choses-là, c'est-à-dire le fait qu'il faut de l'équilibre. Vous parlez d'immense gâchis quand même, en partie, pour Emmanuel Macron. Vous dites qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais vous parlez d'immense gâchis, c'est un mot extrêmement fort. Dans mon domaine, si vous voulez, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, évidemment, je l'affirme et je le démontre avec des chiffres. J'ai parlé de l'école primaire il y a un instant, mais prenons devoirs faits au collège, par exemple, ou prenons les sujets que nous abordions tout à l'heure. Prenez le quart d'heure lecture, par exemple, c'est une réalité pour les enfants. Je ne vais pas les énumérer tous. Beaucoup de choses sont bien faites.
Mais à un moment donné, par exemple, l'instabilité ministérielle qui a suivi mon ministère fait que le président de la République a battu 2 records. Le record de longévité d'un ministre de l'Éducation nationale, avec votre serviteur, et ensuite un record d'instabilité avec 5 ministres, et on va encore en changer là. Eh bien, ça, c'est indépendamment des qualités des personnes, c'est évidemment un gâchis, tout simplement parce que est important de garder une ligne droite et de ne pas s'enfermer sur le pouvoir de quelques-uns. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'être venu au 4V ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La citadelle au cœur du gouvernement. C'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous.